Vous vous demandez sûrement comment je me suis retrouvée dans cette forêt sombre, face à cette créature étrange aux yeux luisants. C'est une anecdote assez singulière, mais avant de vous la raconter, un petit retour en arrière s'impose. Il y a plus d'1 an, j'ai décidé d'installer des pièges photos dans mon jardin pour savoir ce qui s'y passait la nuit. Et le résultat fut incroyable. Des milliers d'images ont été récoltées, toutes plus surprenantes les unes que les autres. Alors j'ai décidé d'aller plus loin dans le voyeurisme animalier, afin d'en apprendre davantage sur les créatures qui vivent dans mon jardin. Ces moments de vie capturés par mes caméras m'ont fait prendre conscience de la grande diversité de prédateurs sauvages qui évoluent dans mon jardin. Et aussi de la présence quotidienne d'un prédateur domestique bien connu. Vous comprendrez que dans ces conditions, les micro-mammifères qui sont fréquemment ciblés par ces animaux ont plutôt intérêt à se faire discrets. Ces espèces sont très difficiles à observer dans leur environnement naturel. Pourtant, elles sont bien là. Je les entends, je vois des indices de présence, et certains individus se sont même laissés filmer par mes pièges. Pour observer ces petits mammifères sans les déranger et les recenser, j'ai dû passer par la case bricolage et leur construire un espace sécurisé. Voici la Mammalbox. En termes de design, cet abri n'a rien de bien sorcier. Ma Mammalbox est une simple boîte équipée d'un toit étanche et de 2 trous pour que les animaux puissent entrer et sortir comme ils le souhaitent. Ces trous sont suffisamment grands pour laisser entrer les micro-mammifères, mais suffisamment petits pour empêcher les prédateurs ou les rats d'y accéder. À l'intérieur, j'ai prévu un compartiment pour le matériel et un autre pour les animaux, que j'ai essayé de rendre le plus naturel possible. Et bien évidemment, j'ai installé une petite caméra pour espionner les visiteurs potentiels. Par chance, je n'ai pas eu à attendre bien longtemps, puisque 2 jours après l'installation, ma boîte a reçu la visite d'un mulot sylvestre. Puis 2. La boîte fonctionnait, j'étais aux anges. J'ai rapidement amélioré la luminosité à l'intérieur en installant un ruban LED qui dégage une lumière douce et non nocive pour les yeux. Et j'ai ainsi pu observer en détail leur adorable frimousse. Dans un écosystème, chaque espèce a son rôle à jouer. Et ces petits animaux fouisseurs ne font pas exception. En mangeant certaines espèces de champignons et en rejetant leurs spores au pied des arbres via leurs excréments, les mulots sylvestres favorisent la symbiose entre les champignons et les racines des arbres. On appelle ces relations symbiotiques des mycorhizes. Les filaments souterrains des champignons apportent de l'eau et des nutriments aux racines de l'arbre, tandis que les racines apportent aux champignons du glucose issu de la photosynthèse. Ces associations permettent aux plantes de mieux résister au manque d'eau et aux maladies. Cette boîte n'a pas accueilli que des mulots sylvestres. Elle a aussi reçu la visite d'un campagnol. Bon, ça se voit peut-être pas au premier coup d'œil. Il faut bien l'avouer, distinguer le mulot du campagnol peut être assez délicat pour les néophytes. Si vous en croisez un jour dans votre jardin, sachez que le mulot possède un corps élancé, de grandes oreilles, de grands yeux, une queue plus longue que son corps et des pattes arrière bien développées car c'est un grand sauteur. Le campagnol, quant à lui, possède un corps plus arrondi, des oreilles et des yeux plus petits, et une queue plus petite que son corps. Bon, ça a l'air simple dit comme ça, mais personnellement j'ai dû faire pas mal de recherches et demander la validation d'un expert pour identifier l'espèce à laquelle appartient cette petite boule de poils. Et il s'agit d'un campagnol roussâtre. Sa couleur caractéristique lui permet de bien se camoufler au milieu des feuilles mortes et des écorces. C'est une vraie chance de pouvoir observer d'aussi près la vie de ces discrets petits mammifères.
Comme ils ne sont pas dérangés par ma présence, ça me laisse tout le temps nécessaire pour apprendre à mieux les reconnaître et étudier leur comportement. Je vais donc poursuivre cette expérience et continuer de perfectionner la Mammal Box. Donc, affaire à suivre. Mon petit coin de verdure regorge de vie, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que je peux le rendre encore plus attrayant pour la faune sauvage. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'il y a de nombreux moyens de créer des oasis de biodiversité dans un jardin. Parmi les méthodes que je préfère et qui ont un impact rapide, il y a laisser pousser des îlots d'herbes sauvages et disposer des points d'eau. Et vous connaissez ma passion pour les mares. Je vous présente le pédifrog, un pédiluve pour les amphibiens. Je ne sais pas pourquoi ce nom est venu pendant la construction, mais je trouve qu'il sonne bien, donc il est resté. C'est donc une toute petite mare que j'ai voulu rendre le plus naturel possible pour que ça ressemble à une mare forestière. Donc il n'y a pas beaucoup d'eau dedans. Et l'objectif, c'est que les oiseaux puissent venir boire et faire leur bain dedans, mais aussi que ça serve pour toute la faune sauvage du jardin. Et puis j'aimerais bien que les amphibiens viennent se reproduire ici, plutôt que dans le bassin à poissons. Les poissons rouges et les carpe-koi sont des espèces exotiques qui n'ont pas leur place dans une mare naturelle. Ce sont des super prédateurs qui peuvent ruiner tout un écosystème en dévorant les insectes aquatiques et les œufs d'amphibiens. Ce bassin ornemental a été créé pour mes poissons il y a plusieurs années, avant que je ne sache tout ça. Je l'adore, c'est mon petit coin de paradis. Et il y a quand même pas mal de vie autour. Mais depuis que j'ai pris connaissance de l'impact négatif des poissons, je n'ai qu'une seule idée en tête. Construire une deuxième mare. J'ai donc identifié un petit coin tranquille de mon jardin et avec Papa Wild, on a commencé à creuser. Je voulais quelque chose de peu profond, en pente douce, pour que les oiseaux puissent toujours venir se baigner même si le niveau d'eau baisse en été et que les bords restent accessibles. Mais il fallait quand même un endroit plus profond pour que les insectes et les amphibiens puissent être protégés des prédateurs et de la rudesse de l'hiver. Le terrain n'étant pas argileux, on a dû placer un feutre, puis une bâche, comme pour le bassin à poissons. D'ailleurs, ce ne sont que des restes du bassin. On a dû bricoler un peu, mais l'avantage c'est que je n'ai rien acheté. Ce n'est que de la récup. Le récupérateur d'eau de pluie nous a ensuite permis de remplir la mare facilement. Comme elle est petite et peu profonde, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps. Quelques petites finitions et voilà le résultat. Pour la touche finale, j'ai disposé un piège photo aux premières loges du pédifrog. Et comme je l'avais prévu, les premiers visiteurs ne se sont pas fait attendre. En à peine quelques mois, des dizaines d'espèces différentes se sont côtoyées autour de ce petit point d'eau. J'étais subjuguée par toute cette diversité. Tous ces animaux sont un plaisir pour les yeux. Mais je dois avouer que certains m'émerveillent plus que d'autres, comme ces gros becs casse-noyaux par exemple. Ou encore ce troglodyte mignon. Ou ce superbe pic-et-pêche. Et quand tu penses avoir tout vu, un beau jour, une buse variable débarque dans ta mare. La plupart de ces oiseaux viennent ici pour se désaltérer, surtout lors des périodes de forte chaleur. Mais ils viennent aussi pour se baigner. Les oiseaux évitent de s'immerger complètement pendant leur bain, cela pourrait les rendre vulnérables aux prédateurs. Même si certains semblent apprécier atterrir ou sauter directement dans l'eau. Ils s'aspergent donc le plumage en s'ébouriffant. La baignade est une activité ritualisée.
L'oiseau replie la queue sur le côté pour recueillir un liquide huileux qu'il sécrète par une glande qu'on appelle la glande uropygienne, et il étale ce corps gras sur l'ensemble de son corps. Une fois cette lubrification terminée, l'oiseau se met à lisser ses plumes. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas encore de consensus scientifique sur la finalité de ces bains. Il y a même très peu d'études sur la question. Certains scientifiques pensent qu'ils pourraient aider les oiseaux à se débarrasser des parasites, mais l'hypothèse la plus répandue est qu'ils permettent d'entretenir le plumage des oiseaux, qui joue un rôle essentiel dans la thermorégulation et la qualité du vol. Bon, cette mare est censée être un pédifrog, pas un pédibird, alors où sont passés les amphibiens ? Pour le moment, je n'ai observé ni grenouilles, ni crapauds, ni tritons dans les parages. Pour sa défense, cette mare est encore jeune, elle n'a que quelques mois. Avec le développement de la végétation, je ne désespère pas d'y voir quelques individus débarquer au printemps prochain. Et j'ai beau avoir des amphibiens dans mon bassin à poissons, je n'y toucherai pas. Les amphibiens sont des espèces protégées qu'il est interdit de toucher ou de déplacer. Et cette règle s'applique aussi bien aux œufs qu'aux adultes. Ils viendront d'eux-mêmes si l'endroit leur convient. Et ça prendra le temps qu'il faudra. Oui, bonjour, excusez-moi d'interrompre votre programme, mais depuis l'écriture de cette vidéo, il y a eu du nouveau. Je vous annonce que le pédifrog est officiellement un pédifrog. Cette petite grenouille a pointé le bout de son nez début octobre et je suis tellement contente. Le premier amphibien est donc arrivé au bout de 7 mois, et j'espère que ce n'est que le début. Voilà, il fallait que je vous partage cette nouvelle, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous et abonnez-vous. La plupart de l'activité autour de la mare a lieu tout au long de la journée et concerne essentiellement les oiseaux. Mais la nuit, d'autres visiteurs viennent s'y abreuver. Tous ces yeux brillants donnent une autre ambiance à mon pédifrog. Ces animaux sont nyctalopes. Non, ce n'est pas une insulte. Cela veut dire qu'ils sont capables de voir la nuit. Ils possèdent une fine membrane réfléchissante derrière la rétine qu'on appelle le tapetum lucidum et qui permet d'augmenter la quantité de lumière captée dans la nuit. Et accessoirement, cela donne à ces animaux nocturnes un air flippant quand on vise leurs yeux avec une lampe infrarouge. Depuis que j'ai posé mes premiers pièges photos, j'ai développé une véritable passion pour l'observation de mon jardin la nuit. En visionnant ces extraits vidéo, un univers nocturne d'une richesse insoupçonnée s'est révélé à moi. J'ai donc rapidement voulu expérimenter cet univers par moi-même. Contempler ces créatures furtives en direct et en personne. Je me suis donc équipée d'un caméscope à vision nocturne et j'ai commencé à me balader la nuit dans mon jardin. Les sensations sont incroyables. Il y a un mélange d'excitation et de peur parce que ma vision est vraiment limitée. En fait, je peux voir qu'à travers l'écran du caméscope. Et comme il y a un petit rétroéclairage, mes yeux s'adaptent jamais vraiment à l'obscurité. Donc, je vois là qu'il y a des arbres à travers l'écran. Mais si je tourne la tête, pour moi c'est un mur noir en fait. Je vois rien du tout. Et c'est très perturbant. Mais c'est fou. Là, je me suis fait peur avec cette branche, par contre. Après quelques minutes passées à m'imprégner de cette atmosphère si particulière et à comprendre comment me déplacer sans percuter les arbres, un tout nouvel écosystème s'est révélé à mes yeux. Un écosystème nocturne. C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vie la nuit. Au fil de mon exploration, j'ai pu croiser des petites créatures qui grouillent sur le sol, des vers de terre qui ne sortent qu'une fois la nuit tombée, ou encore un insecte mystérieux volant autour de moi. Ma promenade sous la lueur de la lune était ponctuée par les cris d'une chouette effraie. Et par d'autres bruits aussi, plus étranges et plus énigmatiques, ce qui n'est jamais très rassurant.
J'avais la désagréable impression que quelqu'un marchait à mes côtés. Malgré l'angoisse de la pénombre, j'ai tenté de me raisonner et de poursuivre mon chemin. Quelques mètres plus loin, le bruit d'un souffle m'a interpellée. Je me suis alors approchée discrètement de la source et, à ma grande surprise, j'ai découvert 2 hérissons l'un à côté de l'autre. S'ils peuvent occasionnellement croiser des congénères, les hérissons ont plutôt tendance à s'éviter mutuellement, à l'exception de la saison des amours. Et ces 2-là sont en pleine parade nuptiale. Mais dans l'ensemble, la vie du hérisson est plutôt solitaire. Et son domaine vital est assez impressionnant. Il peut s'étendre sur quelques hectares à plusieurs dizaines en fonction de l'environnement, de la saison, de la disponibilité en nourriture, de l'âge ou du sexe du hérisson. C'est aussi un animal très endurant qui peut parcourir jusqu'à 4 km en une seule nuit. Je suis vraiment heureuse de les voir régulièrement dans mon jardin. C'est une vision précieuse, surtout quand on sait que les effectifs du hérisson européen ont beaucoup diminué au cours des dernières décennies. C'est d'ailleurs une espèce intégralement protégée en France depuis 1981. Il est donc interdit de les tuer, de les capturer, de les transporter ou de faire quoi que ce soit qui pourrait les perturber dans leur milieu naturel. Les 2 hérissons se sont ensuite séparés. J'ai suivi l'un d'entre eux qui s'est dirigé vers le pédifrog et s'y est arrêté pour boire. Vous n'imaginez pas à quel point cette scène était gratifiante à observer. C'était précisément le genre d'interaction que j'avais espéré contempler en aménageant cette mare. Quelques nuits plus tard, je me suis aventurée de nouveau dans cette douce obscurité. J'avais à peine fait quelques pas qu'une paire d'yeux luisants a surgi devant moi. J'ai d'abord pensé à un chat. Mais dès que l'animal s'est mis à bouger, j'ai tout de suite reconnu ses petits bonds caractéristiques. C'était une fouine, juste devant moi. Elle s'est mise à courir dans ma direction, alors je me suis figée pour faire le moins de bruit possible. Je crois qu'elle ne m'a pas vue. C'était mon premier face-à-face avec une fouine. Jusqu'à présent, mes observations de cet animal s'étaient limitées aux vidéos capturées par mes pièges. Outre leur excellente vision, les fouines se distinguent par leur odorat extrêmement développé. Leur principal mode de communication consiste à laisser des marqueurs olfactifs en se frottant à des endroits stratégiques pour marquer leur territoire ou attirer un partenaire. La fouine a fini par s'éclipser à travers la végétation, alors j'ai continué mon chemin. Quelle chance incroyable de la croiser de si près en pleine nuit. Je me suis ensuite dirigée vers le bassin à poissons. Une chauve-souris était en train de survoler le point d'eau en silence. Inlassablement, elle s'élevait et descendait pour capturer des proies, dans un balai aérien hypnotique. Une autre créature volante accompagnait mes virées nocturnes. Vous entendez ces cris ? Ce sont ceux d'un rapace. Je sais que certaines personnes trouvent ça effrayant. Mais personnellement, ces clameurs nocturnes me calment et me rassurent. Elles dissipent le silence ambiant et rendent la nuit plus vivante. Ce rapace, c'est la chouette Hulotte. J'ai essayé à maintes reprises de la filmer. En vain. Même lorsqu'elle se posait juste au-dessus de moi pour me narguer, je n'ai jamais réussi à l'apercevoir à travers les feuillages. Fort heureusement, j'ai eu plus de chance avec mes pièges photos. La chouette Hulotte est l'un des rapaces les plus répandus en Europe. C'est une espèce très territoriale qui chasse à l'affût, perchée en hauteur dans une zone dégagée. Et devinez ce qu'elle adore manger ? Des campagnols roussâtres et des mulots. Sa présence dans mon jardin n'est donc pas anodine. En fonction de la disponibilité des proies ou du milieu, elle peut aussi adapter son régime alimentaire et chasser d'autres mammifères comme des chauves-souris ou des hérissons. Mais aussi des oiseaux, des poissons et des insectes. La Hulotte restera gravée dans mes souvenirs comme l'empreinte d'une ombre fugace. Invisible, insaisissable. Une ombre qui me scrute sans que je puisse la contempler en retour. Mais dont la présence m'emplit de joie. Et c'est tout ce qui compte pour moi.
Ces expériences avec les pièges photos et les balades nocturnes m'ont permis de porter un nouveau regard sur mon jardin. Chaque jour et chaque nuit, des animaux vivent des aventures discrètes. Et si l'on se donne la peine de l'écouter et de l'observer, cette faune sauvage peut nous réserver d'incroyables surprises. Faire le choix de ralentir. Prendre le temps de contempler les petites choses. Respecter la nature et l'incroyable diversité des formes de vie qu'elle abrite. Aujourd'hui, ces principes me semblent plus essentiels que jamais.